Cet épisode de Business Africa est consacré aux opportunités et à l'espoir qu'offrent les entreprises africaines au continent. Je suis Afolake Oyinloye, voici les titres de cette semaine. L'Afrique subsaharienne assiste à un développement rapide des monnaies numériques. Détiennent-elles la clé de la transformation financière et de la relance économique du continent ? 48 milliards de dollars sont perdus lors des étapes de post-récolte et de vente au détail des aliments. Découvrez comment les cultivateurs de bananes du Congo résolvent ce problème. Et alors que l'Europe s'efforce à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, les gisements de gaz naturel récemment découverts au Sénégal et en Mauritanie pourraient-ils constituer une solution ? Selon le FMI, l'avenir de la monnaie est sans aucun doute numérique. La question est de savoir à quoi il ressemblera. Alors que le développement des monnaies numériques s'accélère rapidement en Afrique subsaharienne, les responsables politiques s'inquiètent de l'éventuelle utilisation des monnaies numériques pour transférer illégalement des fonds hors de la région, ce qui pourrait compromettre la stabilité financière et macroéconomique, en particulier en l'absence de cadre réglementaire solide. L'Afrique subsaharienne assiste à un développement rapide des monnaies numériques. Le nouveau rapport du FMI examine 3 instruments, la monnaie mobile, les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, et les crypto-monnaies. Les transactions en crypto-monnaies en Afrique subsaharienne ont atteint un pic de 20 milliards de dollars par mois à la mi-2021, mais la tendance pourrait s'être inversée après le récent effondrement des crypto-monnaies. Sur une échelle de 100, le Kenya et le Nigeria figurent parmi les 20 premiers pays à avoir adopté les crypto-monnaies. L'argent mobile, émis par des particuliers, quant à lui, a été à l'avant-garde de la refonte de l'accès au financement dans la région, permettant des paiements et des transferts numériques à faible coût. Le rapport indique que le fait d'effectuer des transactions sans compte bancaire ni accès à Internet rend l'argent mobile particulièrement utile pour les ménages à faible revenu. En 2021, il y avait 606 millions de comptes d'argent mobile enregistrés en Afrique subsaharienne, et des transactions d'une valeur de 698 milliards de dollars ont été effectuées. À l'instar des monnaies fortes existantes, les CBDC de détail sont émises et entièrement garanties par les banques centrales et pourraient être utilisées par les transactions quotidiennes. Outre le e-Naira au Nigeria, 11 banques centrales nationales de la région pilotent ou étudient les CBDC. Les responsables politiques craignent que les monnaies numériques ne soient utilisées pour transférer illégalement des fonds hors de la région et ne compromettent la stabilité financière et macroéconomique, notamment en l'absence de cadre réglementaire solide. Nous nous entretenons maintenant avec Abebe Selassie, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international. Bienvenue dans l'émission. Malgré le potentiel évident des monnaies numériques pour transformer l'inclusion numérique en Afrique, pourquoi tant de gouvernements s'en méfient-ils encore ? Je pense qu'il est important d'être précis dans ce domaine. Vous savez, ce qui compte vraiment pour l'inclusion, c'est la capacité d'avoir accès à des services comme la FinTech. Il ne s'agit pas nécessairement d'avoir des monnaies numériques de banque centrale. Je pense donc que c'est une distinction très importante à faire. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Je dis cela parce que nous avons des pays comme le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et bien d'autres dans la région où les progrès en matière d'inclusion financière ont été vraiment stupéfiants. Et ils sont leaders en termes d'accès des personnes aux services financiers. Ils utilisent des plateformes de télécommunications et l'ont fait pendant une décennie ou plus. Il est vrai que cette expérience n'est pas partagée par toute l'Afrique et qu'il existe des pays où l'accès aux services financiers numériques est beaucoup plus limité. Mais je pense qu'il est important de ne pas faire le lien avec le fait qu'un pays dispose ou non d'une monnaie numérique de banque centrale. Dans ce domaine, il est important d'ajouter que de plus en plus de pays cherchent des moyens de faciliter l'accès au marché du secteur financier privé, soit directement. Regardez par exemple la création de l'e-Naira au Nigeria, soit indirectement. Alors que les économies africaines peinent à se remettre des effets de la pandémie et de la récession mondiale, quel rôle peuvent jouer des innovations comme les monnaies numériques ?
J'estime que l'innovation va être très très importante. Et ce qui est vraiment important pour notre pays dans toute cette révolution numérique, c'est la possibilité qu'elle donne de sauter le pas et d'adopter de nouvelles manières de faire les choses. Prenez par exemple la fiscalité. Je pense en l'occurrence que les gouvernements peuvent et doivent utiliser davantage l'accès à l'information via les ressources numériques, en demandant aux contribuables de payer leurs impôts en ligne plutôt qu'en utilisant les cadres traditionnels. Ils doivent également faire preuve de plus de transparence quant à la manière dont ils dépensent l'argent en publiant un grand nombre d'informations. Et en parlant des réformes qui doivent aller de pair, quelles sont les interventions clés qui doivent être mises en œuvre pour aider le continent à naviguer dans la crise économique actuelle? Pour l'instant, nous pensons que la priorité devra être de s'attaquer à la forte augmentation de l'insécurité alimentaire qui a augmenté avec la flambée des prix des denrées alimentaires. Les pauvres des zones urbaines et d'autres groupes vulnérables se sentent vraiment lésés. Nous pensons donc que la lutte contre l'insécurité alimentaire est une priorité très importante. Bien sûr, les banques centrales doivent calibrer leur politique afin de s'assurer qu'elles contiennent l'inflation, car encore une fois, l'inflation a bondi dans la région de manière vraiment agressive pour la première fois depuis environ 14 ou 15 ans. Les ministres des Finances et les ministères des Finances doivent s'assurer que les problèmes liés à la dette ne deviennent pas incontrôlables, et ce afin de générer plus de recettes fiscales. Merci beaucoup pour votre temps. La FAO estime que 37% de la nourriture produite en Afrique subsaharienne est perdue entre la production et la consommation. Cela signifie que le continent perd ou gaspille un tiers de la nourriture qu'il produit, alors que 146 millions de personnes souffrent de la faim. Un groupe d'entrepreneurs africains pense que la gestion complète des produits alimentaires, de la récolte à la livraison, y compris la transformation, est un moyen d'éviter cette tendance. Une fois par mois, cet agriculteur se rend dans son champ de bananes situé à plus de 150 km de Pointe-Noire en République du Congo pour entretenir sa plantation et vérifier le mûrissement des fruits. Sur son champ de 6 hectares sont produits près de 3000 régimes de bananes. La moitié seulement est vendue au détail. Pour limiter les pertes, le producteur a contacté une start-up qui transforme la banane pétrus en farine multi-usage sans gluten. Nous revalorisons la banane en produits divers. Dans notre gamme de produits, vous retrouverez de la farine de banane multi-usage qui peut être utilisée pour faire de la bouillie, du foufou, mais aussi des pâtisseries, et aussi du couscous de banane, donc de la semoule de banane, qui peut être accompagnée avec toutes sortes de plats. Un des problèmes que nous voulons résoudre, c'est pouvoir avoir un impact sur les importations. Depuis le conflit russo-ukrainien qui va faire bientôt 1 an, nous avons remarqué sur le marché le coût du blé qui a grimpé, l'huile et tout autre produit. Et ça, c'est parce que nous dépendons énormément de l'extérieur. Pour contrebalancer, l'objectif est donc d'augmenter les exportations de produits agricoles, mais pas seulement. Pour garantir la sécurité alimentaire du continent, certains experts estiment aussi que les politiques gouvernementales devraient soutenir davantage les agriculteurs. Nous devons produire suffisamment d'aliments pour nourrir notre population avant même de penser à les exporter. Si nous voulons ajouter de la valeur, nous devons vraiment nous concentrer sur le soutien apporté aux agriculteurs locaux et à leur capital financier et bien sûr les compétences. Sans oublier non plus de les former sur la technicité en matière d'apport de nourriture. Car si nous ne le faisons pas, nous pourrions ne pas être en mesure de répondre aux normes fixées par les marchés internationaux. Alors, comment former les agriculteurs à ces normes et comment réaliser suffisamment de tests pour s'assurer que la qualité de la nourriture est conforme aux normes? C'est un vaste chantier. Mais je pense que l'accent devrait être mis sur le capital. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime les pertes de nourriture entre le stade après-récolte et celui de la vente au détail à 48 milliards de dollars sur le continent africain. Un nouveau gisement de gaz liquéfié situé près des côtes du Sénégal et de la Mauritanie donne de l'espoir à l'Europe qui s'efforce de trouver des sources alternatives après que Moscou a réduit les flux de gaz naturel vers les pays de l'Union européenne. Le champ pourrait produire jusqu'à 10 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an.
Le gaz devient un produit de plus en plus prisé alors que l'Europe tente de s'affranchir des importations russes. Une aubaine pour Dakar et Nouakchott, pour cause l'existence d'un champ de gaz liquéfié près des côtes sénégalaises et mauritaniennes avec des réserves estimées à 420 milliards de mètres cubes. La Mauritanie a signé un accord d'exploration et de partage de production avec British Petroleum et l'entreprise américaine Cosmos Energy. La compagnie britannique affirme que les réserves du champ situé dans l'océan Atlantique aideront l'Union européenne à réduire sa dépendance au gaz russe. Les premiers mètres cubes de gaz naturel liquéfié seront disponibles à partir de novembre ou décembre de l'année prochaine. Le gisement pourrait produire jusqu'à 10 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an pour un coût total de 4,6 milliards de dollars, selon le ministère mauritanien du pétrole. C'est la fin de notre émission de Business Africa de cette semaine. Comme toujours, partagez vos commentaires avec nous sur les médias sociaux @africanews. Pour plus d'actualités sur le monde des affaires, rendez-vous sur Africanews et africanews.com.